Après mon opération à cœur ouvert à l'hôpital de Bordeaux, mon propre fils n'est même pas venu. Pas un appel, pas un regard, juste un SMS envoyé depuis l'aéroport Charles de Gaulle. On part aux Maldives. Bon rétablissement, tiens-nous au courant. Pendant que je me réveillais seul en réanimation, eux profitaient de mes 5 000 € mensuels. 2 semaines plus tard, 112 appels manqués en une nuit. La panique les a enfin rattrapés. Avant de continuer, abonnez-vous à notre nouvelle chaîne, car celle-ci va bientôt fermer. Vous trouverez un lien vers la nouvelle chaîne dans la description de cette vidéo, dans le commentaire épinglé, ou vous pouvez simplement cliquer sur le bouton « S'abonner » et sélectionner la deuxième chaîne. Le goût métallique dans ma bouche, les bips réguliers du moniteur cardiaque, la lumière blanche, trop vive, qui me force à cligner des yeux. Je reviens de loin, très loin. L'opération a duré 6 heures, m'a dit le chirurgien, avant que l'anesthésie ne m'emporte. 6 heures pendant lesquelles mon cœur fatigué a été rafistolé, recousu, remis en état de marche. Rose, l'infirmière de garde, se penche vers moi avec un sourire professionnel qui cache mal son inquiétude. « Monsieur Moreau, vous êtes réveillé. C'est bien. Votre téléphone n'a pas arrêté de sonner pendant que vous dormiez. » Elle me tend l'appareil. Mes doigts tremblent encore, affaiblis par l'opération. L'écran s'allume. Un seul message, reçu à 8h47 ce matin. 3 heures, avant qu'il n'ouvre ma poitrine. On est à l'aéroport Charles de Gaulle, on décolle pour les Maldives. Bon rétablissement, tiens-nous au courant. Romain. Je relis le message. Puis encore une fois. Les mots restent identiques. Aussi froid que le carrelage sous mes pieds, nus quand je me lève la nuit. Pas papa. Pas je pense à toi. Pas même un on t'appelle en arrivant. Non, tiens-nous au courant. Comme si j'étais leur secrétaire chargé de faire un rapport sur l'état de mon propre cœur. Votre famille n'a pas pu venir ? Demande Rose, et dans sa voix, je perçois cette pitié professionnelle qu'elle doit distribuer à tous les patients abandonnés. Ils avaient des obligations plus pressantes, manifestement. Ma voix sort plus calme que je ne l'aurais cru. 35 ans de pratique notariale vous apprennent à garder un visage impassible, même quand vos entrailles se tordent. J'ai vu des familles se déchirer pour un héritage, des enfants renier leurs parents pour quelques milliers d'euros, des frères se haïr pour un bout de terrain. Je pensais connaître toutes les variantes de l'ingratitude humaine. Apparemment, j'avais encore des choses à découvrir. Rose hésite, puis pose sa main sur mon bras avec une délicatesse qui contraste violemment avec le message sur mon écran. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Je suis là jusqu'à ce soir. Merci, Rose. Je marque une pause. Vous pourriez me rapporter ma tablette ? Elle est dans l'armoire avec mes affaires. J'ai du travail à faire. Elle fronce les sourcils. Vous venez de subir une opération majeure. Le repos est essentiel. Le repos, oui, je lui adresse ce qui doit ressembler à un sourire. Mais j'ai 14 jours avant ma sortie, c'est largement suffisant pour réfléchir à certaines choses. Quand elle s'éloigne, je regarde à nouveau mon téléphone. Aucun autre message. Aucun appel manqué. Mon fils unique, Romain, 38 ans, père de mes 2 petits-enfants, est en route vers les Maldives pendant que son père se réveille dans une chambre d'hôpital après qu'on lui a ouvert la poitrine. Je me demande combien coûte un voyage aux Maldives en février. Probablement dans les 6 ou 7 000 € pour une famille de 4 personnes. Séjour tout compris, j'imagine. Sylvie, ma belle-fille, ne voyage pas autrement. Elle a des standards, comme elle dit. Des standards que leur double salaire ne peut manifestement pas assurer seul. C'est drôle, cette capacité du cerveau humain à faire des calculs financiers même dans un lit d'hôpital. Peut-être est-ce une déformation professionnelle ? Ou peut-être que 35 ans à rédiger des donations, des testaments et des actes de succession vous gravent certains réflexes dans la moelle épinière. Rose revient avec ma tablette. Vous êtes sûr ? Absolument. Elle secoue la tête, mais me laisse l'appareil. Quand la porte se referme sur elle, je reste seul avec le bip régulier du moniteur et une clarté nouvelle qui n'a rien à voir avec l'éclairage de la chambre. Mon fils est aux Maldives. Je suis dans un hôpital
et j'ai 14 jours pour réfléchir à ce que cela signifie vraiment. Je déverrouille la tablette et ouvre mes fichiers personnels. Quelque part dans ce disque dur, il y a 10 ans de relevés bancaires, de virements automatiques, de donations soigneusement documentées. 10 ans de générosité paternelle méticuleusement tracée. Un notaire ne laisse jamais rien au hasard. C'est notre force, et parfois notre vengeance. Les jours s'écoulent avec cette lenteur particulière des hôpitaux, où chaque heure ressemble à la précédente et où le temps se mesure en passage d'infirmière et en plateau repas. Rose a pris l'habitude de vérifier ma tension 2 fois par jour, toujours avec ce petit sourire inquiet qui dit « Vous devriez vous reposer », alors que mes yeux sont rivés sur l'écran de ma tablette. Je ne me repose pas. Je calcule. 600 000 €. C'est le montant exact que j'ai transféré à Romain au cours des 10 dernières années. Pas une estimation, pas une approximation. 600 000 € précisément, répartis en virements mensuels de 5 000 €, un premier versement de 150 000 € pour l'appartement rue Sainte-Catherine, 2 véhicules achetés comptant, les frais de scolarité privés pour Lucas et Emma. Tout est là, noir sur blanc, dans mes fichiers. Un notaire documente tout, toujours. Je me souviens du jour où j'ai signé le chèque pour l'appartement. C'était un dimanche de septembre, il y a 8 ans. Romain était venu déjeuner à la maison, chose rare déjà à l'époque, avec Sylvie et les enfants. Lucas avait 4 ans, Emma 1 an à peine. Papa, on a trouvé un appartement magnifique dans le centre. 85 mètres carrés, 2e étage, beaucoup de lumière. Sylvie avait ajouté, en feuilletant un magazine sans lever les yeux, « Mais il faut un apport de 150 000. C'est impossible pour nous. » Le silence qui avait suivi. L'attente. Pas de demande directe, bien sûr, juste cette information lancée dans la conversation comme un appât. J'avais mordu. « Je peux vous aider. » Le visage de Romain s'était illuminé. « Vraiment ? Papa, tu es sûr ? » ?»« Bien sûr. C'est pour mes petits-enfants aussi. » Sylvie avait enfin levé les yeux, et j'avais vu ce regard, cette satisfaction froide de quelqu'un qui obtient exactement ce qu'il voulait. Pas de gratitude, de la victoire. Ils étaient repartis 1 heure plus tard, pressés. On a un rendez-vous, tu comprends. Je comprends beaucoup de choses maintenant. Le mois suivant, les virements mensuels avaient sans fait commencer, 5 000 € comme ça pour aider. Romain travaillait dans l'informatique, Sylvie dans le marketing. 2 salaires corrects, plus de 8 000 € nets à eux deux. Largement de quoi vivre. Mais pas de quoi vivre comme ils le voulaient. Les restaurants 3 fois par semaine. Les vacances à l'étranger 2 fois par an. La garde-robe de Sylvie, renouvelée chaque saison. La nouvelle voiture tous les 3 ans. Et moi, le distributeur automatique paternel qui alimentait cette vie au-dessus de leurs moyens. Les déjeuners dominicaux se sont espacés. D'abord, un dimanche sur 2, puis 1 sur 3. Puis, on est vraiment désolé, papa, mais on a prévu quelque chose avec les enfants, ou Sylvie est fatiguée, ou on a du travail à rattraper. Mon 65e anniversaire il y a 2 ans, j'avais préparé un repas, sorti une bonne bouteille. Ils sont arrivés avec 1 heure de retard, sont restés 40 minutes, ont avalé leur assiette en parlant de leur prochain week-end à Deauville. « Il faut qu'on y aille, papa. Les enfants ont école demain. » C'était un samedi. Rose entre dans la chambre avec son chariot de médicaments. « Vous ne dormez pas ? Il est presque 22 heures. » Je réfléchis. À quoi ? Au prix des choses. Elle me regarde, perplexe, puis hausse les épaules et me tend mes comprimés. Quand elle repart, je reprends ma tablette. Un notaire voit l'humanité sous son jour le plus révélateur, quand l'argent entre en jeu. Pendant 35 ans, j'ai vu des familles se déchirer, des enfants contester des testaments, des conjoints s'entretuer juridiquement pour quelque part d'héritage. J'ai rédigé des donations avec des clauses si complexes qu'elles ressemblaient à des pièges juridiques. J'ai conseillé des clients sur comment protéger leur patrimoine de leurs propres enfants. Jamais je n'ai pensé que j'utiliserais ces connaissances pour moi-même. Mais là, dans cette chambre d'hôpital, avec le goût fade du plateau repas encore dans la bouche et le bip monotone du moniteur cardiaque,
quelque chose se cristallise dans mon esprit. Mon fils est aux Maldives pendant que je me remets d'une opération à cœur ouvert. Ma belle-fille poste probablement des photos sur les réseaux sociaux. Mes petits-enfants construisent des châteaux de sable avec l'argent de leur grand-père. Et moi, je suis là, seul, avec personne d'autre qu'une infirmière compatissante pour me tenir compagnie. C'est très clair, soudainement, lumineux même. Je prends mon téléphone et compose un numéro que je connais par cœur. 3 sonneries, puis une voix familière. « Jean-Pierre, il est tard. Tout va bien ? Bonsoir Clément. Pardonne-moi de t'appeler à cette heure, mais j'ai besoin de tes services. Maître Clément Bernard, notaire, 45 ans, mon ancien confrère et ami de longue date. Nous avons travaillé ensemble pendant 15 ans, avant ma retraite. Que se passe-t-il ? J'ai besoin d'une consultation, urgente. Un silence, puis « Tu es à l'hôpital, non ? J'ai appris pour ton opération. Comment tu vas ? Mieux que prévu. Écoute, j'ai besoin de revoir certains documents. La procuration sur mon compte, la donation de l'appartement de la rue Sainte-Catherine, les virements automatiques. Jean-Pierre, tout est légal. Clément, je veux juste ajuster certaines choses. Un long silence. Clément me connaît depuis 20 ans. Il comprend. D'accord. Je passe te voir demain matin. Merci. Je raccroche et regarde le plafond blanc de la chambre. Mon cœur bat régulièrement, artificiellement renforcé par les médicaments et les compétences du chirurgien. Mais il bat. Et il battra assez longtemps pour que mon fils comprenne certaines choses. Que l'argent qu'il considère comme acquis a une source. Que cette source peut se tarir. Que la générosité n'est pas un droit, mais un privilège. Et que ce privilège, on peut le perdre. Je ferme les yeux. Pour la première fois depuis mon réveil, je me sens presque serein. Un notaire ne se met pas en colère. Il ne crie pas, ne claque pas les portes, ne fait pas de scène. Un notaire agit, méthodiquement, légalement, implacablement. Et après 35 ans de pratique, je sais exactement comment faire. Clément est venu le lendemain, comme promis. Pas en costume cette fois, juste un pull et un jean. Il avait l'air inquiet. « Jean-Pierre, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Assieds-toi. » Je lui ai tout raconté. Le message depuis l'aéroport, les Maldives, les 10 années de virement, les 600 000 €, l'appartement, les voitures, tout. Il m'a écouté sans m'interrompre. Puis, il a soupiré. « Tu veux couper les vivres ? Entre autres ? Jean-Pierre, c'est ton fils. » Justement, il a sorti son ordinateur portable. « Très bien, voyons ce qu'on peut faire, légalement. » Nous avons passé 3 heures à éplucher les documents. La procuration bancaire, la donation d'usufruit de l'appartement, les virements automatiques. La procuration, c'est simple, a dit Clément. Tu signes une révocation, je la transmets à la banque, c'est fait. Parfait. Les virements automatiques, pareil. Tu annules l'ordre permanent. Bien. L'appartement, il a froncé les sourcils. C'est plus compliqué. Tu lui as donné l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'y vivre, mais la propriété reste la tienne. Et la donation comportait une clause de révocation. Évidemment, j'ai souri. Un notaire ne fait jamais de donation sans protection. Clause de révocation en cas de manquement grave aux devoirs familiaux. Manquement grave. Clément a relu le document. C'est subjectif. Choisir des vacances de luxe plutôt que d'être présent lors d'une opération à cœur ouvert de son père. J'ai articulé chaque mot. Je pense que ça compte. Il a hoché la tête lentement. D'accord, on peut tenter. Mais il faudra passer devant un juge si Romain conteste. Qu'il conteste. J'ai toutes les preuves, tous les SMS, toutes les annulations de dernière minute, toutes les demandes d'argent, tout. Clément m'a regardé longuement. Tu es sûr de vouloir faire ça ? Absolument certain. Ça va détruire votre relation. Quelle relation, Clément ? J'ai ri amèrement. Celle où je suis un distributeur automatique ? Non, merci. Il a rangé son ordinateur. Je prépare les documents. Tu sors quand ? Dans 10 jours. Parfait. On signera tout à mon étude dès ta sortie. Après son départ, je me suis senti léger. Pour la première fois depuis des années. Les jours suivants à l'hôpital ont été étrangement paisibles.
Rose passait régulièrement, toujours avec ce sourire doux. Nous parlions de tout et de rien, de ses enfants, de mon jardin, des rosiers que je devais tailler. « Vous avez l'air mieux », m'a-t-elle dit un matin. « Je vais mieux. Votre famille va venir vous chercher ?»« Non ?» J'ai souri. « Mais ce n'est pas grave, j'ai commandé un taxi. » Elle a hoché la tête sans rien dire. Elle comprenait. Les infirmières voient tout. Le taxi m'a déposé devant ma maison, rue du Bocage. 180 mètres carrés dans le quartier de Codéran. Un jardin avec mes rosiers, ma collection de vins dans la cave, mes livres dans la bibliothèque, mon sanctuaire. Vide. Personne pour m'accueillir, personne pour vérifier que j'allais bien. Juste le silence et l'odeur de renfermé d'une maison inhabitée pendant 2 semaines. J'ai posé ma valise dans l'entrée et je me suis assis dans le salon. Mon fauteuil en cuir, celui où je lis le soir. La vue sur le jardin, le calme. Et une certitude, il était temps. J'ai attendu jusqu'au lendemain pour appeler Clément. Pas par précipitation, par stratégie. Un notaire ne se précipite jamais. « Les documents sont prêts », m'a-t-il dit au téléphone. « Tu peux passer au cabinet quand tu veux. »« Demain après-midi, 15 heures ? Parfait. » L'étude notariale de Maître Bernard se trouve cour de l'intendance, dans un bel immeuble du XVIIIe siècle. 3 étages, des moulures au plafond, un parquet qui craque sous les pas. L'archétype du cabinet notarial bordelais. Sa secrétaire, Madame Petit, m'a accueilli avec un sourire professionnel. « Monsieur Moreau, Maître Bernard vous attend. Comment allez-vous ? » ?»« Mieux, merci. » Elle a ouvert la porte du bureau. Clément était assis derrière son imposante table de travail en acajou. Devant lui, 3 dossiers soigneusement alignés. « Assieds-toi, Jean-Pierre. Café ? » ?»« Volontiers. » Pendant que Madame Petit préparait le café, nous avons échangé des banalités. La météo, la circulation à Bordeaux, les travaux sur les quais, tout sauf le sujet qui nous intéressait. Quand nous avons été seuls, Clément a ouvert le premier dossier. Révocation de procuration bancaire. Il a poussé le document vers moi. Signature ici et là. Dès que c'est transmis à ta banque, Romain n'aura plus accès à ton compte. J'ai signé. Annulation des virements automatiques. Deuxième document. Les 5 000 € mensuels s'arrêtent immédiatement. Le dernier virement a été effectué le 1er mars. J'ai signé. Révocation de la donation d'usufruit. Troisième document, plus épais. C'est le plus complexe. Légalement, tu es dans ton droit. La donation initiale comportait une clause de révocation en cas de manquement grave aux devoirs familiaux. J'ai inclus la documentation appropriée. Manquement grave aux devoirs familiaux, j'ai répété. Abandon de son père après une opération à cœur ouvert. Ça compte ? Le juge appréciera. Mais tu as un dossier solide. Il a marqué une pause. Tu es sûr, Jean-Pierre ? Une fois ces documents signés, il n'y a plus de retour en arrière. Romain et Sylvie devront quitter l'appartement. La loi leur donne 3 mois. Je suis sûr. J'ai signé. Clément a rassemblé les documents, y a apposé son sceau notarial, puis a levé les yeux vers moi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Attendre. Attendre quoi ? Qu'ils s'en aperçoivent. J'ai souri. Le prochain virement est prévu pour le 15 mars, dans 10 jours. Ils ne vont rien remarquer avant. Ils sont aux Maldives, ils profitent, avec mon argent. Et quand ils s'en apercevront ? Ils paniqueront, ils appelleront, ils viendront. Et là, nous aurons une conversation très intéressante. Clément a secoué la tête. Tu sais qu'ils peuvent contester ? Qu'ils contestent. J'ai 35 ans d'expérience en droit de la succession. Chaque document est parfait. Chaque clause est justifiée. Chaque action est légale. J'ai bu une gorgée de café. S'ils veulent se battre, nous nous battrons. Mais sur mon terrain cette fois. Jean-Pierre, il hésitait. Je te connais depuis longtemps. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Comme quoi ? Déterminé, froid. Presque dangereux. J'ai souri. Disons que j'ai eu une révélation. Quand tu te réveilles après qu'on t'a ouvert le cœur et que ton fils est en vacances, ça change ta perspective. Et ensuite, une fois qu'ils auront compris, une fois qu'ils seront expulsés de l'appartement,
Une fois que l'argent sera coupé, qu'est-ce que tu veux? La vérité, Clément, je veux qu'ils comprennent la vérité, que rien n'est gratuit, que la famille, ça se mérite, que l'argent qu'ils considéraient comme un dû était un cadeau, et que ce cadeau, ils l'ont gaspillé. Il a acquiescé lentement. Et ta succession? On en reparlera. Mais je t'annonce déjà, Romain aura sa réserve héréditaire, parce que la loi l'exige. Pas un euro de plus. Le reste ira ailleurs. Ailleurs? Je réfléchis encore. Peut-être à cette infirmière Rose, qui a été plus présente en 2 semaines que mon fils en 2 ans. Peut-être à une fondation. Je verrai. Clément a rangé les dossiers dans son coffre. Les documents seront transmis demain. D'ici une semaine, tout sera effectif. Parfait. En sortant de l'étude, j'ai marché un peu dans le centre-ville. Le printemps arrivait. Les terrasses se remplissaient. Les gens souriaient. La vie continuait, indifférente à mes petites guerres familiales. Je suis entré dans un bar à vin que je connais, rue du Pas-Saint-Georges. Le patron, Hervé, m'a accueilli avec un sourire. « Monsieur Moreau, on ne vous a pas vu depuis un moment. J'ai été occupé. Un Pauillac, s'il vous plaît. » Il m'a servi un verre de ce château Lynchbage que j'aime tant. Je l'ai fait tourner dans le verre, respirer le bouquet, puis goûter. Parfait. Dans 10 jours, le 15 mars à 0 heure, le virement automatique de 5 000 € ne serait pas exécuté. Le compte de Romain resterait désespérément vide de ma contribution mensuelle. Dans 10 jours, il comprendrait que quelque chose avait changé. Dans 10 jours, le téléphone commencerait à sonner. J'ai souri dans mon verre de vin. Un sourire que personne ne voyait. Un sourire de quelqu'un qui a un plan et qui sait exactement comment il va se dérouler. Méthodiquement, légalement, implacablement, comme un notaire. Les 10 jours qui ont suivi ont été une étude fascinante en anthropologie familiale. J'ai observé Romain et Sylvie comme un entomologiste observe des insectes dans un bocal. Avec détachement, curiosité scientifique et une pointe d'amusement morbide. Le 7 mars, ils ont posté sur les réseaux sociaux. J'ai vu les photos grâce à une ancienne collègue qui a eu la gentillesse de me les transmettre. Sylvie en maillot de bain sur une plage paradisiaque, bronzée, un cocktail à la main. Paradis sur terre, hashtag Maldives Life, hashtag Blessed Life. Romain sur un jet ski avec Lucas. Emma construisant un château de sable. Blessed Life, vie bénie. Je me demandais s'il se sentait vraiment béni, ou s'il comprenait d'où venait cette bénédiction. Mon relevé bancaire indiquait un retrait de 7 200 € le 3 février. Sans doute l'agence de voyage. Payé avec Emma Carte, bien sûr. Romain avait toujours ma procuration à ce moment-là. Avait. Le 10 mars, ils sont rentrés. Aucun appel, aucun message pour prendre des nouvelles. Juste un SMS laconique de Romain. « On est bien rentré, tu vas mieux ?» Envoyé à 23h15, probablement depuis l'aéroport, entre 2 bâillements. J'ai répondu sobrement « Oui, bonne nuit ». 2 mots. Pas de questions sur leur voyage. Pas de « content que vous ayez passé du bon temps ». Juste une politesse minimale. Le début de la distanciation. Ils n'ont rien remarqué. Pourquoi l'auraient-ils fait? J'étais toujours là, dans l'ombre, le distributeur silencieux. Toujours disponible, toujours généreux, toujours invisible. Le 13 mars, j'ai reçu un message de Sylvie. Le premier, depuis leur départ aux Maldives. « Jean-Pierre, on a ramené des petits souvenirs. On passera vous les déposer dans la semaine. » Vous. Elle me vous voyait dans les messages, par pure formalité. Comme si cette distance grammaticale pouvait masquer sa cupidité fondamentale. Des souvenirs, vraiment. Probablement un porte-clés à 3 € et un sachet de thé local. Geste symbolique qui ne coûtait rien mais qui, dans leur esprit, justifiait 7 000 € de vacances payées par leurs soins. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de Château Margaux 1996. Une bouteille magnifique, achetée à la propriété il y a 15 ans, conservée précieusement dans ma cave à température contrôlée. 1 200 € à l'époque. Probablement le double aujourd'hui. Je l'ai dégusté lentement dans mon fauteuil, en regardant mes rosiers par la fenêtre du salon. Le jardin avait besoin d'entretien. J'irai tailler les branches mortes demain.
Un travail méditatif, thérapeutique presque. En savourant ce vin exceptionnel, j'ai pensé à toutes les fois où j'avais sorti mes meilleures bouteilles pour des dîners familiaux. Romain qui buvait sans regarder l'étiquette. Sylvie qui demandait du coca pour accompagner le magret de canard. Les perles jetées au pourceau, comme on dit. Sauf que je n'avais pas le droit de dire ça. Les interdictions religieuses et tout ça. Disons plutôt l'art gaspillé devant ceux qui ne savent pas l'apprécier. Le 14 mars, j'ai fait ma dernière vérification. J'ai appelé ma banque, l'agence de la place Gambetta, où je suis client depuis 30 ans. Bonjour Madame Rousseau, Jean-Pierre Moreau à l'appareil. Monsieur Moreau, comment allez-vous? On m'a dit que vous aviez été hospitalisé. C'est gentil de vous en soucier. Je vais mieux, merci. Je voulais confirmer que les modifications sur mon compte ont bien été prises en compte. Absolument. La révocation de procuration est effective depuis le 8 mars. Les virements automatiques sont annulés. Nous avons bien reçu les documents de Maître Bernard. Parfait. Et le virement mensuel prévu pour demain? Annulé, comme vous l'avez demandé. Merci infiniment. J'ai raccroché avec une satisfaction que je ne cherchais même plus à dissimuler. Tout était en place, les dominos alignés. Il ne restait plus qu'à attendre que le premier tombe. Ce soir-là, j'ai relu mes relevés bancaires. Pas pour les chiffres, je les connaissais par cœur. Non, pour me rappeler pourquoi je faisais ça. Pourquoi c'était nécessaire. Pourquoi c'était juste. Janvier 2015, 5 000 €. Février 2015, 5 000 €. Mars 2015, 5 000 €. 120 virements identiques. 120 mois de générosité silencieuse. 120 fois où j'avais cliqué sur « Valider » en me disant que c'était pour mes petits-enfants, pour l'avenir de la famille, pour le bonheur de mon fils. Et qu'avais-je reçu en retour? Des SMS froids, des appels de plus en plus rares, des anniversaires oubliés, des déjeuners annulés, et finalement, une opération à cœur ouvert traversée dans la solitude pendant qu'il bronzait aux Maldives. J'ai fermé les fichiers et éteint l'ordinateur. Demain à 0h01, quand le système bancaire tenterait d'exécuter le virement automatique et découvrirait qu'il n'existait plus. Demain, quand Romain consulterait son compte et verrait qu'il manquait 5 000 €. Demain, quand la panique s'installerait. Demain, le jeu commencerait vraiment. Je me suis couché tôt, presque serein. Mon cœur, ce cœur rafistolé qui avait failli me lâcher, battait régulièrement. Fort même. Comme s'il approuvait ma décision. Comme s'il savait que parfois, la meilleure thérapie, c'est la justice. 15 mars 2025, 23h47. J'étais dans mon salon, confortablement installé dans mon fauteuil en cuir. Devant moi, sur la table basse, mon téléphone posé à côté d'un verre de Château Margaux. La même bouteille que le jour de ma sortie d'hôpital. Il m'en restait encore 2 verres. Ce soir méritait une célébration. Minuit moins 13. Le virement automatique devait s'exécuter à 0h. Dans 13 minutes, le système bancaire tenterait de transférer 5 000 € de mon compte vers celui de Romain, et échouerait. J'ai regardé ma montre, minuit moins 10. Mon téléphone a vibré. Tiens, plus tôt que prévu, SMS de Romain. Papa, tu as vu ton compte? Il y a un problème avec le virement. Intéressant. Il surveillait son compte en temps réel. L'argent devait manquer cruellement. J'ai souri et posé le téléphone sans répondre. Minuit moins 5. Un appel. Romain. J'ai laissé sonner. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Messagerie vocale. Minuit pile. Nouveau SMS. Sylvie. Cette fois. Jean-Pierre. Que se passe-t-il? Le virement n'est pas arrivé. Le ton commençait à monter. Le vouvoiement toujours là, mais l'inquiétude perçait. Je n'ai pas répondu. Minuit 10. 3 appels manqués. 6 messages. La panique s'installait. Papa, appelle-moi, c'est urgent. On a un problème avec le compte. Il doit y avoir une erreur à la banque. Papa, réponds, s'il te plaît. Le tutoiement était revenu. Comme c'est touchant. Quand ils ont besoin, je redeviens papa au lieu de Jean-Pierre. J'ai bu une gorgée de vin. Délicieux. Les tanins avaient parfaitement évolué. Notes de cassis, de cèdre, une finale longue et élégante. Exactement comme il fallait. Minuit 30. 15 appels manqués. Mon téléphone n'arrêtait plus de vibrer sur la table.
J'avais activé le mode silencieux pour ne pas être dérangé. Juste la vibration. Ce petit tremblement régulier qui marquait chaque nouvelle tentative désespérée. J'ai compté. Par curiosité professionnelle. Un notaire aime les chiffres précis. Appel numéro 16. 17, 18, 1 heure du matin. 47 appels manqués. J'ai vérifié le compteur. 47 exactement. À 1h23, le 112e appel a fait sonner mon téléphone. Cette fois, j'ai décroché. « Allô ?» Ma voix était calme, presque sereine. « Papa !» Le soulagement dans la voix de Romain était palpable. Puis, immédiatement, « Qu'est-ce qui se passe ? Le virement n'est pas arrivé. Notre compte est bloqué. On ne peut pas payer le crédit de la voiture. » Pas de « Comment tu vas ?» Pas de « Désolé de t'appeler si tard ». Juste la panique brute, l'urgence financière. Fascinant. « Ah bon ?» j'ai dit doucement. « C'est ennuyeux. »« C'est ennuyeux ? Papa, on a des traites à payer. La banque va nous prélever des pénalités. Tu dois appeler ta banque demain matin à la première heure. » Dois-je ? J'ai pris une autre gorgée de vin. C'est curieux, cette façon que tu as de me dire ce que je dois faire. Un silence, court, confus. Comment ça ? Papa, il y a manifestement un problème technique. Tu dois, enfin, il faudrait que tu vérifies avec ta banque. Il n'y a aucun problème technique, Romain. Ma voix était devenue froide, glaciale même. 35 ans de pratique notariale vous apprennent à contrôler votre ton, à distiller l'autorité en quelques syllabes. Je comprends pas. Vraiment ? Je vais t'expliquer alors. Il y a 3 semaines, j'ai subi une opération à cœur ouvert. Tu le savais, bien sûr. Tu m'as envoyé un charmant message depuis l'aéroport Charles de Gaulle. Bon rétablissement, tiens-nous au courant. Tu te souviens ? Silence. Pendant que je me réveillais en réanimation, seul, tu bronzais aux Maldives, avec ma belle-fille et mes petits-enfants. 7 200 € de voyage, d'ailleurs. Débité sur mon compte le 3 février. Avec ma procuration bancaire. Tu te souviens de ça aussi ? Papa, on avait réservé depuis des mois, on pouvait pas. On pouvait pas quoi ? Annuler un voyage quand son père risque de mourir sur une table d'opération ? On pouvait pas prendre un téléphone pour appeler l'hôpital ? On pouvait pas venir, ne serait-ce qu'1 heure, dire bonjour, vérifier que tout allait bien ? Ma voix montait malgré moi. Je me suis repris. Un notaire ne crie pas. Un notaire énonce des faits. Le 8 mars, j'ai révoqué ta procuration bancaire. Le même jour, j'ai annulé tous les virements automatiques. Le 10 mars, j'ai signé chez Maître Bernard la révocation de donation d'usufruit concernant l'appartement rue Sainte-Catherine, celui où tu vis gratuitement depuis 8 ans. Tu as fait quoi ? Tu m'as très bien entendu. Mais tu peux pas faire ça, cet appartement est à nous. Non, cet appartement est à moi. Je t'avais donné l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'y vivre. Mais la propriété reste mienne. Et la donation comportait une clause de révocation. Clause que j'active aujourd'hui. Quelle clause ? Manquement grave aux devoirs familiaux ? J'ai articulé chaque mot. Un notaire ne rédige jamais une donation sans protection. Je le sais. Je l'ai fait toute ma vie. Et manifestement, j'avais raison de prévoir cette clause. Papa, c'est de la folie. Tu ne peux pas nous mettre à la rue. On a des enfants. Tu as 3 mois pour trouver un autre logement. C'est le délai légal, largement suffisant. 3 mois, mais avec quel argent ? 100 et 5 000 € par mois, on peut même pas. Il s'est arrêté. Trop tard. La vérité venait de sortir, nue et brutale. Exactement, j'ai dit doucement. 100 mais 5 000 € par mois, vous ne pouvez pas vivre le train de vie que vous vous êtes offert. Les restaurants, les vacances, les voitures neuves, tout ça, c'était avec mon argent. Et vous pensiez que ça durerait éternellement. Papa, on pensait pas. Vous ne pensiez pas. Voilà le problème. Vous ne pensiez pas que je pouvais un jour dire stop. Vous ne pensiez pas que j'avais des sentiments. Vous ne pensiez pas que votre absence lors de mon opération serait peut-être la goutte qui ferait déborder le vase. Un bruit en fond. Sylvie qui criait. « Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? » ?»« Papa, Sylvie veut te parler. »« Non. » »« J'ai fini de parler. Bonne nuit, Romain. »« Papa, attends, on peut en discuter. On peut. » J'ai raccroché. Mon téléphone
a immédiatement recommencé à sonner. Appel 113. J'ai éteint l'appareil. Le silence dans le salon était assourdissant après cette conversation. Je suis resté immobile quelques instants, le téléphone éteint dans ma main, le verre de vin dans l'autre. Mon cœur battait vite, trop vite. Je me suis forcé à respirer calmement. Inspiration, expiration. Les exercices que Rose m'avait appris à l'hôpital. Lentement, mon rythme cardiaque est redevenu normal. J'ai fini mon verre de Margot, rangé la bouteille, éteint les lumières. Dans ma chambre, allongé dans le noir, j'ai pensé à demain. À après-demain. Au mois qui venait. Ils allaient contre-attaquer. J'en étais certain. Romain allait appeler des avocats. Sylvie allait pleurer, crier, peut-être venir tambouriner à ma porte. Ils allaient essayer de me convaincre, de me manipuler, de récupérer ce qu'ils considéraient comme leur dû. Mais j'avais 35 ans d'expérience. J'avais rédigé chaque document avec une précision chirurgicale. Chaque clause était justifiée. Chaque décision était défendable devant un tribunal. Et surtout, j'avais la vérité de mon côté. La vérité toute simple qu'ils avaient choisi des vacances aux Maldives plutôt que leur père après une opération à cœur ouvert. Le reste n'était que conséquence. Je me suis endormi presque paisiblement. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir repris le contrôle. De ma vie, de mon argent, de ma dignité. Demain commencerait une nouvelle phase. La phase où mon fils et ma belle-fille comprendraient qu'un notaire à la retraite peut être bien plus dangereux qu'un notaire en activité. Parce qu'il a le temps, l'expérience, et rien à perdre. 16 mars, 9 heures du matin. J'ai dormi 6 heures d'affilée pour la première fois depuis l'opération. Un sommeil profond, sans rêve, sans cauchemar. Le genre de sommeil que seule une conscience tranquille peut procurer. J'ai pris mon petit déjeuner dans le jardin, café noir, pain grillé, confiture de figues maison. Les rosiers avaient besoin d'être taillés. Je m'en occuperai cet après-midi. Un travail méditatif qui m'aiderait à réfléchir à la suite. Parce qu'il y aurait une suite, évidemment. À 10h27, la sonnette a retenti. J'ai regardé par la fenêtre du salon. Une voiture que je connaissais bien était garée devant chez moi. La BMW noire de Romain. Celle que j'avais financée il y a 3 ans. 38 000 €. J'ai attendu. La sonnette a retenti encore, une fois, 2 fois, 3 fois, de plus en plus insistante. J'ai ouvert. Romain et Sylvie se tenaient sur le seuil. Ils avaient l'air d'avoir passé une nuit blanche. Romain portait les mêmes vêtements que la veille, froissés. Sylvie avait des cernes sous les yeux que le maquillage ne parvenait pas à dissimuler. Dans ses mains, un bouquet de tulipes. Je reconnaissais l'emballage du Monoprix à 200 mètres de chez moi. 15 € maximum. « Bonjour », j'ai dit simplement. « Jean-Pierre. » Sylvie a tendu le bouquet avec un sourire qui se voulait chaleureux. « Nous sommes tellement désolés pour votre opération. On aurait dû être là. » Aurait dû. Conditionnel passé. Intéressant choix de temps. Entrez. Ils m'ont suivi dans le salon. Sylvie jetait des regards nerveux autour d'elle, comme si elle découvrait ma maison pour la première fois. Pourtant, combien de fois étaient-ils venus ici? 20 fois? 30? Toujours pour demander quelque chose. Asseyez-vous. Ils se sont installés sur le canapé. Romain s'est penché en avant, les mains jointes. « Papa, on doit parler? Il y a manifestement eu un malentendu. » Un malentendu. J'ai souri. C'est un mot intéressant. La banque a dû faire une erreur. Le virement, l'accès au compte. Il n'y a aucune erreur. Le silence qui a suivi était presque palpable. Papa. Attendez, j'ai levé la main. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit d'autre, j'aimerais vous montrer quelque chose. Je suis allé chercher le classeur. Noir, épais, avec des intercalaires de couleurs. Je l'ai posé sur la table basse devant eux. Le bruit sourd qu'il a fait en touchant la surface du bois a fait sursauter Sylvie. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Romain. « Une comptabilité très précise. » J'ai ouvert la première section. Les relevés bancaires, soigneusement classés par année puis par mois. 10 ans de virements, 120 virements de 5 000 € chacun. Ça fait 600 000 €.
J'ai tourné les pages. Voici les reçus pour l'appartement, 150 000 € de premier apport. J'ai continué à tourner les pages. Chaque dépense, chaque cadeau, chaque fois où j'avais sorti mon chéquier. Les 2 voitures, la scolarité privée de Lucas et Emma, les vacances que j'ai financées sans que vous me le demandiez directement. Vous vous souvenez de la Grèce en 2019 ? 4 200 €. Romain était devenu pâle, pas livide, pas encore. Juste ce teint cireux qu'on prend quand on commence à comprendre où va la conversation. Papa, on ne pensait pas... Exactement. J'ai refermé le classeur d'un geste sec. Vous ne pensiez pas, c'est le problème. Sylvie a pris la parole, sa voix montant dans les aigus. Jean-Pierre, vous êtes notre famille. On pensait que vous étiez heureux de nous aider. Heureux. J'ai goûté le mot. J'étais heureux, au début. Quand vous veniez déjeuner le dimanche. Quand mes petits-enfants me racontaient leur semaine. Quand vous me téléphoniez juste pour prendre des nouvelles. J'ai marqué une pause. Mais ces choses-là ont cessé, n'est-ce pas? Les déjeuners se sont espacés, les appels ont disparu, je suis devenu un distributeur automatique, pratique, silencieux, toujours disponible. C'est faux, Sylvie s'était levée. On vous aime, Vous aimez mon argent. Hein? Ma voix était calme, chirurgicale. Nuance importante. Romain s'est levé à son tour. Papa, qu'est-ce que tu veux? Des excuses? D'accord, on s'excuse. On aurait dû être là pour ton opération. C'était une erreur. Une erreur. J'ai souri. Comme le reste donc. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai sorti 3 documents de sous le classeur, des actes notariés avec le sceau de maître Bernard bien visible. Ça veut dire que j'ai pris des dispositions, révocation de la procuration bancaire, effective depuis le 8 mars. Premier document. Annulation des virements automatiques, effective depuis le 1er mars. Deuxième document. Et révocation de la donation d'usufruit concernant l'appartement rue Sainte-Catherine. Le troisième document est tombé sur la table avec un bruit mat. Sylvie l'a fixé comme si c'était un serpent venimeux. L'appartement? L'appartement m'appartient. Je vous avais donné l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'y vivre. Mais la donation comportait une clause de révocation en cas de manquement grave aux devoirs familiaux. J'active cette clause. Manquement grave? La voix de Romain montait dangereusement. On a raté une visite à l'hôpital. Vous avez choisi des vacances aux Maldives plutôt que d'être présent quand votre père subissait une opération à cœur ouvert. J'ai articulé chaque mot. 7 200 € de voyage, débités sur mon compte, pendant que je me réveillais seul en réanimation. Le silence était assourdissant. Vous avez 3 mois pour trouver un nouveau logement. C'est le délai légal. Je vous suggère de commencer à chercher dès maintenant. Le marché locatif à Bordeaux est tendu. Papa, tu ne peux pas. Je peux, et c'est fait. J'ai ramassé les documents. Maître Bernard a tout vérifié. Chaque clause est légale, chaque décision est justifiée. Si vous voulez contester, vous êtes libre de consulter un avocat. Mais je vous préviens, j'ai passé 35 ans à rédiger ce genre d'acte. Je sais exactement ce que je fais. Sylvie tremblait. De rage probablement. Ou de peur, difficile à dire. Vous êtes en train de nous mettre à la rue, avec vos petits-enfants? Non, je vous donne 3 mois et le nécessaire pour vous organiser. Si j'avais voulu vous mettre à la rue, j'aurais fait appel à un huissier de justice dès aujourd'hui. J'ai ouvert la porte d'entrée. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un jardin à entretenir. Ils sont partis sans un mot. Sylvie serrait son sac à main comme si c'était une bouée de sauvetage. Romain marchait comme un automate. J'ai refermé la porte derrière eux et je suis retourné dans le salon. Le bouquet de tulipes était toujours sur la table. 15 € de repentir. Je l'ai jeté à la poubelle. Les jours suivants ont été étonnamment calmes. Pas d'appel, pas de message, pas de nouvelles tentatives de réconciliation. Le silence radio complet. J'aurais dû me douter que c'était le calme avant la tempête. Le 23 mars, j'ai reçu un courrier recommandé. Cachet de la poste, enveloppe épaisse. Je l'ai ouverte avec mes lunettes de lecture et une tasse de café. Cabinet Laurent et Associés, avocat. Ah, ils avaient donc trouvé un avocat.
Maître Henri Laurent, précisait l'entête. Spécialisé en droit de la famille, j'ai parcouru la lettre. Mise en demeure de revoir ma décision. Menace voilée concernant une procédure judiciaire. Argument sur mon état post-opératoire et mes possibles troubles du jugement. J'ai souri. Troubles du jugement. Ils voulaient jouer cette carte. J'ai téléphoné à Clément. Ils ont engagé Maître Laurent. Henri Laurent, un sifflement au bout du fil. Ils ne font pas dans la demi-mesure. C'est l'un des meilleurs en droit familial à Bordeaux. Tant mieux, ça rendra la bataille plus intéressante. Jean-Pierre, tu es sûr de vouloir aller jusque-là? Absolument certain. Prépare le dossier. S'ils veulent un procès, ils l'auront. Le 15 avril, nous nous sommes tous retrouvés au tribunal de grande instance de Bordeaux. Pas pour le procès lui-même, pas encore, juste pour l'audience de conciliation préliminaire. Romain et Sylvie étaient déjà là quand je suis arrivé avec Clément. Ils portaient leurs plus beaux vêtements. Romain en costume sombre, Sylvie en tailleur, l'uniforme du repentir juridique. Maître Laurent était avec eux. 58 ans, cheveux grisonnants, costume impeccable. Il m'a serré la main avec un sourire professionnel. « Monsieur Moreau, je suis certain que nous pouvons trouver un arrangement à l'amiable. » J'en doute. Son sourire s'est figé. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années aux lunettes sévères, nous a accueillis. « Asseyez-vous, messieurs, dames. » Maître Laurent a commencé son exposé. Éloquent, je devais l'admettre. Il a parlé de mon âge, de mon opération récente, du choc post-traumatique possible. Il a suggéré que mes décisions étaient prises sous le coup de l'émotion, que la révocation de la donation était disproportionnée. Monsieur Moreau a subi une opération majeure. Dans ces circonstances, il est compréhensible qu'il se sente abandonné. Mais cette réaction, aussi humaine soit-elle, ne justifie pas de priver ses petits-enfants d'un toit. Petits-enfants, le mot-clé, bien joué. Clément a répondu calmement. Maître Laurent fait preuve de beaucoup d'imagination, mais les faits sont simples. Il a ouvert son dossier. Monsieur Moreau a passé un examen psychiatrique 2 jours après sa sortie d'hôpital, à sa propre initiative. Voici le rapport. Conclusion. Pleine possession de ses facultés mentales, aucun trouble du jugement. Il a fait glisser le document vers le juge. De plus, Monsieur Moreau n'agit pas sous le coup de l'émotion. Il agit en application d'une clause contractuelle parfaitement légale. La donation initiale prévoyait expressément la possibilité de révocation en cas de manquement aux devoirs familiaux. Manquement? Maître Laurent a levé un sourcil. Rater une visite à l'hôpital constitue un manquement grave? Quand on choisit des vacances de luxe aux Maldives plutôt que d'être présent lors d'une opération à cœur ouvert de son père, oui, Clément a sorti un autre document. Voici d'ailleurs le reçu, 7 200 €, débité du compte de Monsieur Moreau, sans son autorisation expresse. J'ai vu Romain se raidir sur sa chaise. Monsieur Moreau avait donné procuration à son fils pour faciliter certaines opérations bancaires. Son fils a utilisé cette procuration pour financer des vacances familiales, pendant l'hospitalisation de son père. Le juge a levé les yeux de ses notes. « C'est exact, monsieur Moreau fils ?» Romain a dégluti. « Oui, mais on avait réservé depuis longtemps. » Vous auriez pu annuler. On aurait perdu les arts. Le silence qui a suivi était éloquent. Le juge avait ce regard particulier des magistrats qui viennent de voir un argument s'effondrer. « Monsieur Moreau père, souhaitez-vous ajouter quelque chose ?» Je me suis levé lentement. « Oui, madame la juge, j'aimerais préciser une chose. » J'ai regardé Romain droit dans les yeux. Je ne cherche pas à punir mes petits-enfants. Ils sont innocents dans cette histoire. Mais je refuse de continuer à financer un train de vie que leurs parents ne peuvent pas assumer seuls. Pendant 10 ans, j'ai versé 5 000 € par mois, 600 000 € au total. Et qu'ai-je reçu en retour? J'ai sorti mon téléphone, fait défiler les messages. Pas d'appel pour mon anniversaire ces 2 dernières années. Aucune visite pour Noël dernier, 15 déjeuners annulés en 2024. Et quand j'ai eu besoin d'eux, vraiment besoin, ils étaient en train de bronzer avec mon argent. Ma voix était restée calme, posée, factuelle. Je ne demande pas la lune.
Je demande juste qu'on me traite avec le respect minimum dû à un père. Et puisque ce respect ne vient pas naturellement, j'utilise les moyens légaux à ma disposition pour le rappeler. Je me suis rassis. Le juge a noté quelque chose, puis a levé les yeux. L'audience est levée. Je rendrai ma décision dans 15 jours. Nous sommes sortis de la salle. Dans le couloir, Sylvie s'est approchée de moi. Ses yeux étaient rouges. « Vous êtes content ? Vous allez détruire votre propre famille ? Je ne détruis rien, je rétablis l'équilibre. Équilibre ? Vous nous mettez à la rue. Je vous donne 3 mois pour trouver un logement adapté à vos revenus. 8 000 € net par mois, ce n'est pas la misère. Vous devrez juste vivre selon vos moyens, comme la majorité des Français. » Romain s'est interposé. « Papa, s'il te plaît, on peut encore arranger les choses. On viendra tous les dimanches. Tous les dimanches ?» J'ai souri tristement. Maintenant que l'argent est coupé, quelle coïncidence. Papa, au revoir Romain. Je suis parti avec Clément. Derrière moi, j'entendais Sylvie qui pleurait. Ou qui faisait semblant de pleurer. À ce stade, difficile de faire la différence. Dans la voiture, Clément a démarré en silence. Puis, « Tu es sûr que c'est ce que tu veux ?»« Certain. Et après ? Quand tu auras gagné ? » Après ? J'ai regardé par la vitre. Après, je vivrai ma vie, sans me sentir coupable de ne pas être un distributeur automatique, sans attendre des appels qui ne viennent jamais, sans espérer que mes petits-enfants se souviennent de moi autrement que comme celui qui paie. C'est triste ? Non. J'ai secoué la tête. C'est libérateur. 2 semaines plus tard, le jugement est tombé. Le juge a rejeté le recours de Romain et Sylvie. Tous mes actes étaient légaux. La clause de révocation était valide, l'appartement me revenait. Ils avaient jusqu'au 1er juin pour déménager. Quand Clément m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle, j'étais dans mon jardin, en train de tailler mes rosiers, le sécateur dans une main, le téléphone dans l'autre. « Tu as gagné, Jean-Pierre. »« Je sais. Tu ne sembles pas surpris. »« Je ne le suis pas. J'avais raison depuis le début. » J'ai coupé une branche morte. La loi française protège les enfants, Clément, mais elle protège aussi les parents. Ils vont l'apprendre à leurs dépens. Et maintenant ? Maintenant ? J'ai regardé mes rosiers. Ils reprenaient vie après l'hiver. Bientôt, ils seraient en fleurs. Maintenant, je vis. Mai 2025. Le tribunal de grande instance de Bordeaux, salle d'audience numéro 3. 9 heures du matin précise. Je suis arrivé 15 minutes en avance, accompagné de Clément. L'habitude. Un notaire est toujours ponctuel. Romain et Sylvie étaient déjà là, flanqués de maître Laurent. Ils ne m'ont pas regardé quand je suis passé devant eux. Sylvie fixait ses mains. Romain, le plafond. Le juge est entré, la même magistrate que lors de l'audience préliminaire. Madame la juge Mercier, 54 ans, 28 ans de carrière. J'avais fait mes recherches. On ne se présente jamais à une bataille sans connaître le terrain. Mesdames, messieurs, veuillez vous asseoir. Maître Laurent s'est levé le premier. Il avait préparé son dossier. Je devais le reconnaître, c'était un professionnel. Madame la juge, nous contestons les décisions de Monsieur Moreau-Père sur la base de plusieurs éléments. Premièrement, son état psychologique post-opératoire. Une intervention cardiaque majeure peut affecter le jugement. Il a sorti des documents, des études médicales, des statistiques sur les troubles cognitifs après une chirurgie cardiaque. Deuxièmement, la disproportion de la réponse. Manquer une visite hospitalière ne justifie pas une révocation de donation. C'est un abus de droit manifeste. Il a continué pendant 12 minutes. J'ai chronométré discrètement. Éloquent. Structuré. Presque convaincant. Presque. Clément s'est levé à son tour. Madame la juge, maître Laurent fait preuve d'imagination, mais les faits sont têtus. Il a ouvert son premier dossier. Certificat médical du docteur Arnaud Petit, cardiologue, daté du 28 février 2025. Je cite « Patient Jean-Pierre Moreau, pleine possession de ses facultés mentales, aucun trouble cognitif décelé. » Premier document versé au dossier. Rapport psychiatrique du docteur Claire Fontaine, daté du 3 mars 2025. Expertise réalisée à la demande de M. Moreau lui-même, 2 jours après sa sortie d'hôpital. Conclusion,
capacité de discernement intacte, décision prise en toute lucidité. Deuxième document. Quant à la disproportion, Clément a sorti un nouveau dossier. Celui-là, je le connaissais bien. Je l'avais constitué moi-même. Madame la juge, voici 10 ans de correspondance entre M. Moreau et sa famille. Il a commencé à lire les SMS, les emails, les messages de plus en plus espacés, les demandes d'argent de plus en plus fréquentes, les déjeuners annulés, les anniversaires oubliés. 15 novembre 2023, SMS de M. Moreau fils. Papa, on peut pas venir dimanche, Sylvie est crevée. 3 heures plus tard, publication Instagram de Madame Moreau. Brunch à la brasserie du port avec les copines, #SundayVibes. J'ai vu Sylvie se raidir sur sa chaise. 23 décembre 2024. Noël. Monsieur Moreau attend sa famille. Personne ne vient. SMS à 17 heures. Désolé papa, les enfants sont malades. Sauf que Clément a sorti une photo imprimée. Voici Lucas et Emma, parfaitement en santé, chez les parents de Madame Moreau. Photo postée sur Facebook le même jour à 18h30. Le silence dans la salle était épais. Et le summum, Madame la juge. Le 7 février 2025, M. Moreau subit une intervention cardiaque majeure. 6 heures de chirurgie. Son fils, son unique enfant, est informé. Clément a marqué une pause. Rare, il est à l'aéroport Charles de Gaulle, en partance pour les Maldives. 7 200 € de voyage, débité du compte de son père, sans autorisation. Objection. Maître Laurent s'est levé. Mon client avait procuration. Une procuration pour l'aider à gérer ses affaires courantes, pas pour financer des vacances de luxe pendant une hospitalisation. Clément était imperturbable. En droit français, c'est ce qu'on appelle un détournement de procuration. La juge a noté quelque chose, longuement. « Monsieur Moreau, père, souhaitez-vous ajouter quelque chose ?» Je me suis levé. J'avais attendu ce moment. « Oui, madame la juge, j'aimerais parler de l'avenir. » J'ai sorti une enveloppe scellée de ma poche intérieure. Le 20 avril dernier, j'ai signé un acte de donation-partage chez Maître Bernard. J'ai tendu le document au greffier. Ma quotité disponible, c'est-à-dire la moitié de mon patrimoine dont je peux disposer librement, est désormais attribuée. Romain s'est penché en avant. Sylvie a écarquillé les yeux. 50% de mes biens vont à la Fondation Soleil d'Automne, qui aide les personnes âgées isolées. J'ai marqué une pause. Et 100 000 € vont à Mademoiselle Rose Dupont, infirmière à l'hôpital Haut-l'Évêque de Bordeaux, celle qui a été présente quand ma famille était aux Maldives. Le visage de Sylvie s'est décomposé, littéralement, comme si quelqu'un avait enlevé une structure de soutien invisible. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Mon fils recevra sa réserve héréditaire, 50%, comme le prévoit la loi française. Pas un euro de plus. Papa, Romain avait trouvé sa voix, étranglée, aiguë. Tu ne peux pas, Rose, l'infirmière? Tu la connais à peine? Je la connais suffisamment pour savoir qu'elle était là. J'ai soutenu son regard. Elle a tenu ma main quand j'avais peur avant l'opération. Elle a vérifié mes constantes toutes les 2 heures. Elle m'a apporté des livres quand je m'ennuyais. En 2 semaines, elle a été plus présente que toi en 2 ans. C'est son travail. Exactement, son travail. Pour lequel elle n'est pas payée à me tenir compagnie ou à s'inquiéter vraiment. Elle l'a fait quand même. J'ai souri. 100 000 €, c'est une reconnaissance, pas un héritage. Sylvie s'est levée brusquement. Vous êtes fou, complètement fou. Donnez notre argent à une étrangère. Votre argent? J'ai haussé un sourcil. Intéressant. Je ne savais pas que mon patrimoine vous appartenait déjà. La juge a frappé son marteau. Madame Moreau, asseyez-vous. Sylvie s'est rassise, tremblante de rage. Maître Laurent a tenté une dernière salve. Madame la juge, cette donation-partage prouve exactement ce que nous disons. Mon client agit sous l'influence de cette infirmière. C'est une captation d'héritage classique. Captation d'héritage. Clément a souri. Intéressant.
Mademoiselle Dupont est-elle présente aujourd'hui? Non. Savait-elle que Monsieur Moreau avait l'intention de faire cette donation? Non. L'a-t-elle sollicité d'une quelque manière que ce soit? Non. En revanche, il a sorti un autre document. Voici les relevés bancaires de Monsieur Moreau fils sur les 3 dernières années. Demande d'argent, 47. Visite spontanée sans demande financière, 3. Il a refermé le dossier. Si quelqu'un a tenté une captation, ce n'est certainement pas l'infirmière. La juge a retiré ses lunettes, signe qu'elle avait pris sa décision. J'ai entendu les deux parties. La situation est claire. Elle a regardé Romain et Sylvie. Monsieur Moreau père est en pleine possession de ses facultés. Ses décisions sont légales et justifiées. La révocation de donation est maintenue. La donation partage est valide. Le marteau a frappé, coup sec, définitif. Audience levée. Romain est resté figé sur sa chaise. Sylvie pleurait ou faisait semblant. Difficile à dire. Maître Laurent rangeait ses dossiers avec des gestes brusques. Dans le couloir, Clément m'a serré la main. Belle victoire. Ce n'est pas fini. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils vont contre-attaquer. Les gens comme eux n'acceptent pas la défaite. Ils vont essayer autre chose. Quoi? Je ne sais pas encore, mais je serai prêt. En sortant du tribunal, j'ai vu Sylvie qui parlait au téléphone, agitée. Romain à côté d'elle, le visage fermé. La guerre n'était pas terminée. Elle venait juste d'entrer dans une nouvelle phase. Juin 2025, 3 semaines après le jugement. L'appartement de la rue Sainte-Catherine était officiellement redevenu mien. J'avais donné à Romain et Sylvie jusqu'au 1er août pour partir. 3 mois, comme le prévoit la loi. Généreusement, j'avais même proposé de ne pas réclamer d'indemnité d'occupation pour ces derniers mois. J'aurais dû me douter que cette générosité serait perçue comme une faiblesse. Le 5 juin, j'ai reçu un appel de ma banque. « Monsieur Moreau, nous avons un problème. » « Quel genre de problème? » « Votre fils a tenté d'accéder à votre compte, plusieurs fois. Il prétend que vous lui avez redonné procuration. » « C'est faux. Nous nous en doutions. Mais il insiste. Il dit que vous êtes confus, que vous avez oublié. » J'ai souri, confus. Il n'abandonnait pas. Notez dans mon dossier, aucune procuration ne sera accordée à quiconque sans ma présence physique et celle d'un notaire. Bien noté, monsieur. Le 10 juin, un détective privé a sonné à ma porte. Petit, chauve, costume froissé, il ressemblait à tous les détectives privés des films américains des années 70. « Monsieur Moreau, je suis Philippe Garnier, enquêteur privé. » Il m'a tendu une carte. « Je travaille pour votre fils. Il m'a demandé de vous remettre ceci. » Une enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite, l'écriture de Romain. « Papa, on doit parler, vraiment parler, sans avocat, sans colère. S'il te plaît. » Pour Lucas et Emma. Ils ont besoin de leur grand-père. On a tous fait des erreurs. Laisse-nous une chance. J'ai relu la lettre 2 fois. Les mots étaient justes. L'émotion semblait sincère. Semblait. Dites à mon fils que je réfléchirai. Le détective est parti. J'ai gardé la lettre. Le 15 juin, Romain et Sylvie ont débarqué. Sans prévenir. Avec Lucas et Emma. C'était un dimanche matin. J'étais dans le jardin en train de tailler mes rosiers. La sonnette a retenti. Puis des coups, puis des voix. « Grand-père, grand-père, ouvre !» Lucas, 12 ans. Sa voix encore aiguë de préadolescent. J'ai ouvert. Les enfants se tenaient devant, poussés en avant comme des boucliers humains. Lucas mal à l'aise, Emma les yeux rouges. Derrière eux, Romain et Sylvie, l'air déterminé. « Bonjour, grand-père !» Emma s'est jetée contre moi, 9 ans petite pour son âge. « Maman dit que tu es fâché. » Mon cœur s'est serré, pas contre Emma, contre ceux qui l'utilisaient. « Je ne suis pas fâché contre toi, ma chérie. »« Mais tu es fâché contre papa et maman? C'est compliqué. » Romain s'est avancé. « Papa, on peut entrer, juste 5 minutes, pour les enfants. » J'ai hésité. Puis j'ai vu le regard calculateur de Sylvie. Elle observait ma réaction. Elle prenait des notes mentales. Témoin, pensais-je. Ils vont dire que j'ai refusé de voir mes petits-enfants. Entrez. Dans le salon, Lucas et Emma se sont assis sur le canapé, raides comme des piquets. Ils n'étaient venus que 3 fois en 2 ans.
Ils connaissaient à peine cette maison. « Grand-père, » a commencé Lucas, manifestement récitant un texte préparé, « maman dit que tu es fâché parce qu'on n'est pas venu à l'hôpital. Maman dit beaucoup de choses, apparemment. » Sylvie a rougi. « On est vraiment désolé, » a continué Lucas. « On voulait venir, vraiment. Mais il s'est arrêté. Il ne savait pas comment finir. Personne ne lui avait donné la suite du script. Emma a pris le relais, sa petite voix tremblante. « Maman dit que tu es méchant, que tu veux nous mettre dehors. » Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai regardé Sylvie. Elle avait au moins la décence d'avoir l'air gênée. « Votre maman vous a dit ça ?» Emma a hoché la tête. J'ai pris une grande inspiration. Ce n'était pas la faute des enfants. Rien de tout ça n'était leur faute. « Emma, Lucas, venez ici. » Ils se sont approchés, hésitants. « Je ne suis pas fâché contre vous. Jamais. Vous comprenez? Vous êtes mes petits-enfants. Je vous aime. » Emma a souri à travers ses larmes. « Mais, » j'ai continué, regardant Romain et Sylvie par-dessus leur tête, « parfois, les adultes doivent prendre des décisions difficiles. Et ces décisions ne sont pas toujours comprises par tout le monde. »« Mais on doit partir de notre maison, » a dit Lucas. « Papa dit qu'on doit déménager. » Vous déménagez dans un nouvel appartement, plus petit peut-être. Mais c'est normal. La plupart des gens ne vivent pas dans des appartements de 85 mètres carrés au centre-ville. Mais pourquoi? La voix de Lucas montait. Pourquoi tu fais ça? Comment expliquer à un enfant de 12 ans que ses parents avaient profité de moi pendant des années? Comment lui dire que leur train de vie était financé par mon argent? Que les vacances, les restaurants, les cadeaux, tout venait de mon compte en banque? Parce que, j'ai dit doucement, les parents de Lucas et Emma doivent apprendre à vivre avec leurs propres moyens, comme tous les adultes. Mais, Emma, je me suis agenouillé pour être à sa hauteur. Tu sais ce que ta maman t'a dit? Que je suis méchant. Elle a acquiescé, les yeux baissés. Ta maman va t'apprendre beaucoup de choses dans la vie. J'ai soutenu son regard. J'espère juste que ce ne sera pas tout. Sylvie s'est levée brusquement. Comment osez-vous manipuler les enfants comme ça? Les manipuler? J'ai ri. Vous les avez amenés ici comme des otages émotionnels. Vous leur avez fait répéter un discours. Vous leur avez dit que j'étais le méchant. Et vous m'accusez de manipulation? On essayait juste de... De quoi? De me culpabiliser? De me faire changer d'avis? J'ai secoué la tête. Ça ne marchera pas. Le jugement est rendu. L'appartement est à moi. Vous avez jusqu'au 1er août. Romain s'est approché, le visage dur. Tu vas le regretter. On va faire appel. On va se battre jusqu'au bout. Faites. Vous perdrez. Encore. On verra. Il a pris Emma par la main. Viens, chérie. Grand-père est occupé. Emma m'a regardée, confuse. Lucas suivait, les épaules basses. Quand la porte s'est refermée, je me suis assis lourdement dans mon fauteuil. C'était la partie que je détestais, les enfants, innocents, pris entre deux feux. Mais je ne pouvais pas reculer, pas maintenant. Mon téléphone a sonné. Clément. Jean-Pierre, ils ont déposé un appel. Je sais. Ça va prendre des mois. J'ai tout mon temps. Ils vont essayer autre chose. J'ai entendu dire qu'ils cherchèrent des témoins. Des gens qui diraient que tu es instable, confus. Qu'ils cherchent. Ma vie est un livre ouvert. Fais attention quand même. J'ai raccroché et je suis retourné dans le jardin. Mes rosiers avaient besoin de soins. Le reste attendrait. La guerre continuait. Mais je tenais bon. Parce que ce n'était pas une question d'argent, ni même d'orgueil. C'était une question de principe et de dignité. Et ça, personne ne pouvait me l'enlever. Septembre 2025. 3 mois s'étaient écoulés depuis le jugement. 3 mois pendant lesquels Romain et Sylvie avaient vécu dans l'appartement de la rue Sainte-Catherine, sachant que chaque jour les rapprochait de l'inévitable. Le 1er août était passé. Ils avaient demandé un délai. Je l'avais refusé. Le 15 août, l'huissier de justice avait frappé à leur porte. Commandement de quitter les lieux. Délai final, 1er septembre. Nous étions le 3 septembre. L'appartement était vide. Ils étaient partis dans un logement plus petit, à 20 km de Bordeaux.
58 mètres carrés à Mérignac. Loyer, 1800 € par mois, presque autant que mes anciens virements mensuels. Mais cette fois, c'était leur argent. Leur appel avait été rejeté début août, débouté, condamné aux dépens. 4 300 € de frais de justice à payer. À moi. Mais ce n'était pas fini. J'avais un dernier coup à jouer. Le 10 septembre, j'ai convoqué Clément à mon domicile. Pas à son étude. Chez moi. Dans ma maison de la rue du Bocage, celle où j'avais vécu 40 ans, celle où j'avais élevé Romain, celle que j'allais transformer. Jean-Pierre, tu es sûr ? Clément regardait les documents étalés sur ma table de salon. Une SCI, c'est définitif. C'est exactement le but, la société civile immobilière. Un outil juridique français magnifique. Une société créée uniquement pour détenir et gérer un bien immobilier. Et surtout, un outil qui permet de fractionner la propriété d'une manière très créative. Explique-moi le plan. J'ai souri. La maison vaut 650 000 € selon l'estimation du notaire. Je crée une SCI dont je serai le gérant à vie. La SCI possède la maison. D'accord ? Et les parts sociales ? 60% à la Fondation Soleil d'Automne, 25% à Rose Dupont. Clément a sifflé. Et les 15% restants ? Réserve héréditaire, Romain les aura, parce que la loi l'exige. Mais je garde l'usufruit, à vie. Je vis dans cette maison jusqu'à ma mort, et je reste gérant de la SCI. Toute décision concernant la maison nécessite 75% des voix. La compréhension s'est faite sur le visage de Clément. Romain ne pourra jamais vendre. Jamais. La Fondation votera toujours non. Et même après ma mort, l'usufruit est transmis à la Fondation pour 30 ans. 30 ans ? Romain a 38 ans. Dans 30 ans, il en aura 68, l'âge que j'ai aujourd'hui. J'ai marqué une pause. Une poésie certaine, tu ne trouves pas ? C'est diabolique. Non, c'est légal. Vérifie chaque clause. Clément a épluché les documents pendant 1 heure. Puis il a levé les yeux. C'est parfait, juridiquement parfait. Mais Jean-Pierre, ils vont quoi ? Pleurer ? Crier ? Menacer ? J'ai haussé les épaules. Qu'ils fassent. La loi française est de mon côté. J'ai respecté la réserve héréditaire. J'ai donné à mon fils sa part légale. Ce que j'en fais après, c'est mon droit. Le 20 septembre, l'acte a été signé. Dans l'étude de Clément, avec toutes les formalités. Sceau notarial. Enregistrement aux hypothèques, opposable aux tiers, irrévocable et définitif. La SCI, Rose Garden, était née. J'ai attendu 1 semaine avant d'envoyer les documents à Romain, par huissier, remise en main propre, avec accusé de réception. Son avocat, maître Laurent, a appelé 3 heures, après la réception. « Monsieur Moreau, nous devons parler. »« Je vous écoute, maître. » Cette SCI, c'est... Il cherchait ses mots, chose rare pour un avocat. C'est une forteresse juridique. Merci, c'était le but. Vous comprenez que mon client ne pourra jamais tirer profit de cet héritage. Il aura ses 15% de part. Et dans 30 ans, si la Fondation accepte de vendre, il touchera sa part. Dans 30 ans. Oui, quand il aura mon âge. Quand il comprendra peut-être ce que c'est que de construire quelque chose, de le protéger, de le voir convoiter. Un long silence. Vous êtes impitoyable. Non, maître, je suis juste. J'ai raccroché. Le 28 septembre, Romain et Sylvie sont venus, sans prévenir, encore une fois, mais cette fois, sans les enfants. Ils avaient l'air diminué. Sylvie portait un jean et un pull simple. Pas de marque visible. Romain avait maigri. Le stress ? Probablement. Papa. Romain. Nous nous sommes regardés, un long moment, puis Sylvie a parlé, sa voix cassée. Vous nous avez pris notre vie ? Non, je vous ai retiré la mienne. Nuance. La maison. Romain a sorti les documents de la SCI. Papa, c'est notre héritage, notre avenir. Comment vous allez vivre ? J'ai souri. Comme la majorité des Français, avec votre salaire. 8 000 € net par mois, à vous deux. C'est plus que confortable. Mais on a des crédits. La voiture, l'appartement.
Des crédits que vous avez contractés en comptant sur mon argent. Votre erreur, pas la mienne. » Sylvie s'est effondrée sur le canapé. Pas dramatiquement. Juste un affaissement, comme un ballon qui se dégonfle. Les épaules tombantes, la tête baissée. « On est désolé, » a-t-elle murmuré. « Vraiment. Pour l'hôpital, pour tout. Maintenant vous l'êtes. On peut recommencer ?» Romain me regardait avec des yeux de chien battu. « Repartir à zéro ? Non. » Le mot a résonné dans le silence. « Pourquoi ?» Sa voix montait. « Pourquoi tu ne peux pas pardonner ? Parce que vous n'êtes pas désolé de m'avoir fait du mal. Vous êtes désolé d'en subir les conséquences. » J'ai marqué une pause. « Il y a une différence. Papa, s'il te plaît, vous aurez votre réserve héréditaire, 15% de cette maison. Dans 30 ans, peut-être pourrez-vous la vendre. Si la fondation accepte. En attendant, vous avez vos salaires, vos capacités, votre vie. » J'ai ouvert la porte. « Vivez là, sans mon argent. » Ils sont partis. Sylvie pleurait. Des vraies larmes cette fois. Romain avait ce regard vide de quelqu'un qui vient de comprendre qu'il a tout perdu. Quand la porte s'est refermée, je me suis assis dans mon fauteuil. Mon cœur battait vite, trop vite. J'ai respiré profondément. Les exercices de Rose. Lentement, le calme est revenu. J'ai regardé autour de moi, ma maison, mon sanctuaire, protégé, sécurisé, à l'abri de la cupidité. Pour la première fois depuis des mois, j'ai souri, vraiment souri. C'était terminé. La guerre était finie, j'avais gagné. 15 novembre 2025, mon 68e anniversaire. La maison bourdonnait de vie, pas celle fausse et bruyante des réunions forcées. La vraie vie, celle qui vient du cœur. Dans le salon, une dizaine de personnes. Rose, bien sûr, avec ses 2 enfants, Thomas et Marine, 24 et 22 ans. Des jeunes qui me vouvoyaient avec respect, mais me regardaient avec chaleur. 3 bénévoles de la Fondation Soleil d'Automne, dont la présidente, Madame Béatrice Morin, 62 ans, ancienne directrice d'école, Clément et sa femme Isabelle, et quelques anciens collègues notaires venus partager un verre et des souvenirs. Sur la table, une nappe blanche, mes plus belles assiettes, et surtout, 6 bouteilles de ma cave. Un Château Margaux 1996, un Poya 2005, un Saint-Émilion Grand Cru 2010. Des vins qui méritaient d'être partagés avec des gens qui sauraient les apprécier. Monsieur Moreau, Rose levait son verre, nous voulions tous vous remercier pour votre générosité envers la Fondation, pour tout. C'est moi qui vous remercie, Rose. J'ai souri. Vous avez été là quand j'en avais besoin, vraiment besoin. Elle a rougi légèrement. Je faisais mon travail. Non, vous faisiez plus. J'ai regardé autour de moi. Tous, ici, vous avez fait plus. Vous m'avez rappelé ce qu'était la vraie famille, pas celle du sang, celle du cœur. Madame Morin a pris la parole. Grâce à votre donation, Monsieur Moreau, nous avons pu aider 17 personnes âgées cette année, des gens seuls, isolés, qui n'avaient personne. Maintenant, ils ont la fondation, ils ont nous. Et grâce à la SCI, ai-je ajouté, cette aide continuera, longtemps après ma mort. 60% de cette maison appartiennent à la Fondation. Quand je ne serai plus là, elle pourra la vendre ou la transformer en lieu d'accueil. À vous de décider. Le téléphone dans ma poche a vibré. Un message. Je l'ai ignoré. Il a vibré encore, et encore. Clément m'a regardé. Tu veux vérifier ? J'ai sorti le téléphone. 3 messages de Romain. Papa, joyeux anniversaire. On aimerait te voir. Parler. S'il te plaît. J'ai montré l'écran à Clément. Il a secoué la tête. Il n'abandonne pas. Non, j'ai éteint le téléphone. Mais moi non plus. Sur le buffet, à côté des verres à vin, il y avait une enveloppe, scellée, l'acte final. Je l'ai prise et l'ai ouverte. Testament authentique, ai-je annoncé, signé hier chez Maître Bernard. Le silence s'est fait dans le salon. Mes dernières volontés sont simples. Romain recevra sa réserve héréditaire. 50% de mon patrimoine, comme le prévoit la loi française. J'ai marqué une pause. Mais attention aux détails. 50% de Kawa exactement.
50% de mes parts dans la SCI Rose Garden, 15% du total. Rose a écarquillé les yeux. Et les 35% restants de vos parts? À la fondation, ce qui leur donnera 95% du total. J'ai souri. Contrôle absolu, décision à la majorité. Romain ne pourra jamais rien imposer. Mais Rose hésitait. Et moi, mes 25%. Restent à vous. J'ai posé ma main sur la sienne. Utilisez-les sagement. Votez toujours avec la fondation. Protégez cette maison. Je vous le promets. Il y a plus. J'ai sorti un second document. 50% de mon compte bancaire iront également à la fondation, l'autre moitié à Romain. Clément calculait mentalement. Ça fait combien au total pour lui? Environ 230 000 €. J'ai bu une gorgée de vin, plus 15% d'une maison qu'il ne pourra jamais vendre. Et il l'acceptera? Il n'a pas le choix, c'est la loi. La réserve héréditaire est respectée, 50% de mon patrimoine, pas de mon contrôle. Nuance juridique importante, Madame Morin a levé son verre. À la justice, nous avons tous répété. Le reste de la soirée s'est déroulé dans la chaleur et les rires. Des histoires de notaires retraités. Des anecdotes de Rose sur l'hôpital. Des projets de la fondation pour l'année suivante. Vers 22 heures, les invités sont partis. Rose est restée pour m'aider à ranger. Monsieur Moreau, Jean-Pierre, s'il vous plaît. Elle a souri. Jean-Pierre, vous ne regrettez rien? Pour Romain, j'ai réfléchi. Non, je regrette qu'il soit devenu ce qu'il est. Je regrette de ne pas avoir agi plus tôt. Mais ce que j'ai fait, non, c'était nécessaire. Et les petits-enfants? Lucas et Emma. Mon cœur s'est serré. Eux, je regrette, mais leurs parents ont fait un choix. Ils leur ont dit que j'étais le méchant. Peut-être qu'un jour, ils comprendront, ou peut-être pas. C'est triste. C'est la vie. J'ai haussé les épaules. On ne peut pas forcer les gens à nous aimer. On peut juste décider de ne plus se laisser utiliser. Elle est partie vers 23 heures. La maison était silencieuse, propre, paisible. Je me suis assis dans mon fauteuil avec un dernier verre de Margot. Par la fenêtre, je voyais mon jardin. Mes rosiers étaient en dormance pour l'hiver. Au printemps, ils refleuriraient, comme chaque année, fidèlement. Mon téléphone a vibré une dernière fois. J'ai regardé l'écran. Romain. Papa, on peut se voir? Juste toi et moi. Sans avocat, sans colère. Juste un père et son fils. J'ai lu le message 3 fois. Puis j'ai tapé ma réponse. Non, au revoir Romain. J'ai éteint le téléphone. Pour de bon cette fois. Le silence était absolu. Parfait. J'ai levé mon verre vers mon reflet dans la fenêtre. Joyeux anniversaire Jean-Pierre. Tu l'as mérité. Le vin était excellent. 73 € la bouteille à l'achat. Probablement le triple aujourd'hui. Chaque gorgée valait chaque centime. Demain, je taillerai mes rosiers. Après-demain, j'irai au marché avec Madame Morin pour choisir des légumes pour la fondation. Le week-end prochain, Clément m'avait invité à une dégustation de vin dans le Médoc. La vie continuait. Ma vie. Celle que j'avais construite pendant 40 ans. Celle que j'avais protégée avec la loi française. Celle que je vivrais désormais entourée de gens qui m'appréciaient pour moi, pas pour mon argent. Certains diraient que je suis allé trop loin. Ces gens-là n'ont jamais été trahis par leur propre sang, n'ont jamais été réduits à un distributeur automatique, n'ont jamais dû choisir entre leur dignité et l'amour familial. J'ai choisi ma dignité. Et je dormais très bien la nuit. Dehors, Bordeaux scintillait sous les lumières de novembre. Ma ville, ma maison, ma vie. Après une opération à cœur ouvert, après une trahison, après des mois de bataille juridique, j'étais toujours debout. Plus fort même, parce que j'avais appris quelque chose d'important. La famille n'est pas celle qui partage votre sang. C'est celle qui partage votre vie, qui est là dans les moments difficiles, qui vous respecte. Rose était ma famille, la fondation était ma famille, Clément était ma famille. Romain avait fait son choix, et moi, j'avais fait le mien. J'ai fini mon verre de Margot, éteint les lumières, et je suis monté me coucher. Dans mon lit, j'ai pensé à toutes ces années, à ma carrière de notaire, à mon mariage, à la naissance de Romain, au bon moment,
et au mauvais. La vie est un équilibre, donner et recevoir, respect et affection, droit et devoir. Romain avait pris sans donner, reçu sans respecter, profité sans remercier. Il avait oublié que les notaires sont des gardiens, des lois, de la justice et de leurs propres intérêts. Son erreur, pas la mienne. J'ai fermé les yeux, le sourire aux lèvres. Demain serait un beau jour, et tous les jours suivants aussi, parce que j'étais libre, enfin. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre nouvelle chaîne et écoutez plusieurs histoires mais qui s'y trouvent. Vous trouverez le lien vers celle-ci dans la collaboration ou la description de cette vidéo, ou encore dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas nous perdre de vue car cette chaîne cessera bientôt d'exister.